J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette conférence. Donc, grosse conférence ce soir, perspective des marchés pour l'année 2015. Alors, j'ai juste envie de vous dire une chose. Je ne suis pas Madame Irma, d'accord? Donc, attention, ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. L'objectif avant tout, c'est effectivement d'avoir une vision sur et une vue sur les prochains mois, de savoir qu'on a quand même commencé l'année en fanfare hein, avec le Suisse. Donc je vais revenir dessus tout à l'heure. J'ai eu des questions, notamment de Pierre-Yves qui m'a posé une question sur le sujet. J'espère que vous allez bien, Pierre-Yves. Donc, on va parler du CHF, on va parler de l'euro-dollar. Je pense que c'est très très important. Nous, on est assez baissier, d'accord? On est baissier depuis pas mal de temps. Maintenant, l'idée, c'est de savoir ce que va faire l'euro-dollar dans les prochains mois. Alors, il y a Alexandre, il y a AM qui me dit c'est haché chez moi. Est-ce que c'est OK pour tout le monde par rapport au son? Je suppose que c'est notre Alexandre. Alexandre, c'est normal que ce soit haché chez vous. Mais est-ce qu'il y a un problème de son? 5 sur 5, c'est OK? Parfois, bah, c'est normal. OK. Alors, je vais refaire une vérification. Normalement, alors, ça. OK. Dites-moi si c'est bon, si c'est mieux là. C'est OK? Parfait. On attaque. Donc, perspective des marchés pour l'année 2015. Alors, rapidement, je vais effectivement, il y a pas mal de points que j'ai envie d'aborder. Alors, légère saturation, je vais essayer de baisser un peu le son. Dites-moi si c'est OK. Là, je viens de baisser un peu le son de mon côté. Est-ce que c'est mieux? C'est OK? C'est parfait pour tout le monde? Parfait. OK. Donc, je vais commencer par le commencement. Je ne vais pas me présenter parce qu'effectivement, vous êtes censé, pour ceux qui sont dans la salle, me connaître. Alors, si vous ne me connaissez pas, c'est pas grave. Vous allez sur Facebook ou sur Google, vous tapez Tammy Cabage et vous essayerez d'en savoir un peu plus sur moi. Alors, rapidement, cette année, pour la TKL, effectivement, on a introduit le marché US. Pour moi, c'est l'un des marchés les plus fascinants au monde. C'est un marché, effectivement, que j'adore. Et la semaine dernière, effectivement, j'ai donné un cours très très complet sur les marchés US. Et je pense qu'effectivement, ça a fait plaisir à pas mal d'étudiants. Alors, j'ai reçu pas mal de témoignages positifs. Je partage avec vous rapidement le témoignage de Anna Maria par rapport à ce cours. Cher Tammy, bonjour. J'ai pas trop l'habitude d'écrire et de vous écrire, mais voici un peu plus de 2 ans que je suis votre formation. Et là, bon, voilà, elle parle effectivement de la formation, du contenu, de la progression, etc. Et puis là, bien évidemment, elle parle du cours US. Et elle écrit bien plus, nous venons de vivre une semaine dans une autre dimension. Le cours sur les marchés US est incroyablement géant. Bon, ça me fait super plaisir parce que j'ai bossé comme un malade, donc les étudiants le savent. Je n'ai pas pris de vacances, j'ai fait énormément de nuits blanches, mais je suis très content parce que c'est un cours vraiment, vraiment dense. C'est un cours de très, très complet, très dense. Et bien évidemment, pour nous, c'est une excellente chose. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on va ajouter aux devises, aux indices, les marchés US. Et donc, à partir effectivement du mois de janvier, on va commencer à travailler également les marchés US. Pourquoi les marchés US? Je l'ai déjà développé dans d'autres vidéos, mais pour moi, effectivement, c'est un marché qui est excellent parce qu'effectivement, on a des horaires. On a 15h30, 18h, on a une grosse volatilité. Donc, grosso modo, en 1h30, 2h, 3h, vous avez effectivement des mouvements que vous pouvez attendre toute une journée, voire même plusieurs journées sur le Forex. Donc ça n'a rien à voir, c'est une autre dynamique. Maintenant, c'est un marché beaucoup plus costaud, où il faut être beaucoup plus costaud sur le plan technique, sur le plan des connaissances, etc. Merci infiniment. Alors, il y a Nicolas, il y a Serge, Alexandre, merci infiniment. Voilà, bon, bah, je suis très content de voir que ça vous a plu. Donc, je continue. Donc certains ont dit un travail de titan, et c'est le cas. Bien que nous avons l'habitude de votre professionnalisme, j'ai, comme la plupart de mes camarades, été scotché par la densité des informations, bien plus encore scotché par votre savoir. Rien ne vous échappe, vous avez réponse à toutes les questions. Alors bien évidemment, je ne suis pas parfait, hein, donc c'est très sympa de la part d'Anna Maria d'écrire cela, mais voilà, bon. Et vous avez réponse à toutes les questions avec les professionnels de la finance qui sont parmi nous. Votre habilité et la rapidité à manier les données par le travail que vous avez effectué pour nous donner ce cours, ainsi que votre énergie pendant des heures durant. Je ne vous remercierai jamais assez. Je vous en suis des plus reconnaissantes. Encore 1000 merci, chère Tammy. Je vous souhaite la plus grande et prospère des réussites. Votre élève, Anna Maria. Merci infiniment, Anna Maria. Alors, juste
deux, trois choses par rapport à ce cours. Premièrement, voilà, il y a Arnaud qui écrit votre passion est communicative. Bon, je suis passionné, mais je suis également un grand travailleur. Donc, il n'y a pas de secret. Pour moi, effectivement, ce cours, c'était un travail monstre, d'accord? Et c'est effectivement avec ce travail que j'ai pu effectivement réaliser ce cours. Quand je reçois ce type de témoignages, encore une fois, ce sont des témoignages qui ne sont pas le fait d'étudiants qui suivent la formation depuis une semaine. Anna Maria, ça fait presque 2 ans que elle me suit à la TKL, et donc ça veut dire effectivement beaucoup de choses. J'espère que les projets pour les prochaines années effectivement seront menés à bien et que effectivement on les réalisera. Mais en tous les cas, voilà, une chose est sûre, c'est que je bosse comme un malade et j'ai envie que la grande majorité de mes étudiants réussissent, même si effectivement, voilà, on peut pas tout, mais au moins l'idée c'est de se dire, je donne le maximum, je fais le maximum, et l'objectif c'est qu'effectivement les étudiants réussissent et acquièrent de solides compétences dans le domaine. Alors rapidement, le Master TKL, c'est une formation d'excellence sur 16 mois. On a une promo pour le mois d'avril 2015, donc les inscriptions vont bientôt clôturer. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à écrire le plus vite possible à info@tkltrading.com parce qu'après ce sera fermé pendant une période assez longue. Je reviens rapidement sur la compétition Top TKL Trader. Alors il faut savoir effectivement que la compétition a débuté il y a 2 semaines et qu'on a d'excellents compétiteurs. Alors je suis très content parce que premièrement le niveau est élevé. Deuxièmement, on a des étudiants vraiment de haut niveau et il y a une maturité, c'est-à-dire que j'ai ressenti et je pense qu'effectivement c'est encore une fois le fait du travail, c'est-à-dire la TKL, elle a mûri. Aujourd'hui, on a atteint véritablement une maturité, on a atteint un autre stade et on le sent au niveau des compétiteurs, la qualité de leur trade, leur régularité, etc. Et je pense qu'effectivement, il y a un vrai bond en avant. Donc, la compétition a débuté il y a 2 semaines. Alors attention, c'est une compétition, c'est-à-dire que les compétiteurs utilisent un levier, ça peut se retourner contre eux, mais bon, les résultats que l'on a ne m'étonnent pas vraiment. Notamment, alors je vais revenir sur les résultats. Et de toutes les manières, il y aura probablement une conférence dans laquelle je reviendrai sur les résultats des compétiteurs. Alors, on a Denis qui est numéro 1. Alors, attention, Denis, la semaine dernière, il était parmi les derniers. Pourquoi il est numéro 1? Parce qu'il a cartonné sur le CHF. Donc, ça ne s'explique pas, voilà, ça ne s'explique pas par sa régularité parce que Denis, il a encore du boulot et ça je le lui ai dit, il a encore du boulot, mais c'est quelqu'un qui s'est accroché, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui se donne à fond et donc ça me fait plaisir. Pourquoi il n'a pas le niveau des autres? Parce qu'effectivement, il avait un autre job, il avait pas mal de missions, donc il ne pouvait pas se libérer. Donc pendant quasiment la moitié de l'année, il n'était pas vraiment à la TKL et il n'a commencé à suivre la TKL que pendant la deuxième partie de la formation. Donc vous voyez, il a quand même un retard. Alors qu'on a d'autres étudiants qui sont quand même excellents et qui ne sont pas excellents depuis aujourd'hui, qui sont excellents depuis un certain niveau. Donc j'arrive à Nicolas. Donc Nicolas, c'est probablement l'un de ceux qui publie le plus. C'est un étudiant de la promo avril 2014, c'est-à-dire qu'il n'est pas de la même promo que les autres, mais comme il a tellement été motivé, régulier, etc. Je lui ai proposé de participer à la compétition, ce qu'il a fait, ce qu'il a accepté, et je lui dis merci, 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 parce qu'effectivement, c'est une bonne chose qu'il participe. Alors voilà, Nicolas, il est en deuxième position avec 86%. Encore une fois, voilà, je pense qu'il a un excellent niveau. Il a encore du boulot, notamment sur la manière dont il scalpe, etc. Mais il le sait. Et on a encore 4 semaines de compétition. J'espère que durant les 4 semaines de compétition, eh bien, on essaiera de corriger toutes ces erreurs. Alors, il y a Jean-Luc. Jean-Luc également, il a fait preuve d'une grande régularité depuis le début de la formation. C'est un gros travailleur, un gros bosseur. Il a quasiment raté aucun cours, aucun live, etc. Et il a une performance de 85%. Alors, Jean-Luc, c'est quelqu'un qui est très spécialisé sur le gold. Et c'est là où effectivement il a cartonné. Ça montre encore une fois l'intérêt d'être spécialisé. Jean-Luc, donc il a fait des achats sur le gold. Et effectivement, là on a eu de fortes hausses et il a cartonné sur ce marché, alors que sa performance n'était pas excellente juste avant. Et vous voyez encore une fois, on en revient à la règle de le trading, c'est pas sur une journée qu'on le joue, c'est sur une période longue. Donc l'idée c'est qu'effectivement, lorsque Jean-Luc il n'avait pas de performance extraordinaire parce qu'effectivement, il n'y avait pas de grosses opportunités. Mais lorsque le marché lui a donné, il n'a pas raté l'opportunité, il était dedans et effectivement, il a cartonné. Donc bravo à Jean-Luc. Alors on a Philippe. Philippe aussi, c'est un gros travailleur, 79% de performance, gros bosseur, grosse régularité. Alors il a encore des problèmes sur le plan du timing, etc. Et j'espère que cette compétition lui permettra de les corriger. On a encore 4 semaines, on va bosser dessus. Mais en tous les cas, voilà, il a un mental d'acier parce qu'à un certain moment, il perdait pas mal.
il a tout regagné en une journée. Hein. Et puis effectivement, il s'accroche, il bosse dur, etc. Et bon, moi je suis très content et j'espère qu'il va continuer, surtout qu'il reste concentré et qu'il se focalise sur la méthode. C'est ça le plus important. Alors ensuite, on a Maher. Maher, c'est un gros compétiteur. Alors il bosse en même temps, donc c'est pas évident pour lui. Mais en tous les cas, voilà, il est très régulier, très travailleur. Et puis effectivement, les résultats sont plus que corrects. 23,70% en 2 semaines. Sachant que Maher, son objectif, il l'a dit dès le départ, mon objectif, c'est de faire 100% à la fin de la compétition. On est sur une bonne base. Alors bien évidemment, il va devoir monter en puissance durant les 2 dernières semaines, mais c'est ça le but. Hein, c'est que là, il est rentré tranquillement dans la compétition. Il accumule des gains. Je pense qu'à un certain moment, il va prendre plus de risques. Mais pour l'instant, il joue très bien, comme à son habitude. Maher, il s'est distingué dans pas mal de compétitions, trader sélection, etc. Il est arrivé deuxième. Il est très souvent dans le top 10. Il a également remporté plusieurs compétitions, donc c'est très bien. Il a un bon niveau, donc et également grosse régularité. Il n'y a pas de secret. Tous ceux qui sont là, ce sont des gros bosseurs. C'est-à-dire, il n'y a même pas de questions à se poser. Je pense qu'encore une fois, on en revient à cette qualité, le travail. Quand je vous ai parlé du cours, je vous ai dit, voilà, j'ai bossé comme un malade. Bien justement, ce qui me fait plaisir, c'est que les TKLiens bossent également comme des malades. Et ils me disent, c'est contagieux, vous nous poussez à donner le meilleur de nous-mêmes. Et je pense qu'encore une fois, c'est ce qui me fait plaisir. C'est qu'il y a finalement un enthousiasme. Effectivement, c'est contagieux. Ça va dans les deux sens. Parce que eux me motivent également et parce qu'effectivement, moi aussi, ça me donne envie d'être au meilleur de mon niveau. Donc ensuite, on a Nixon, correct, très correct, 18%. François, alors François, lui, il vise 10-15% à la fin du mois. Il fait sa performance. Pourquoi? Parce que pour lui, voilà, c'est vraiment une optique patrimoniale. Parce qu'il m'a dit, moi, si j'arrive à faire 10%, 15%, c'est beaucoup mieux que ce que font beaucoup de fonds. Donc, il est effectivement dans une optique conservatrice, etc. Pour l'instant, effectivement, c'est tranquille, pas de souci. Alors, Frédéric, lui, justement, contrairement, et c'est ça ce qui est excellent, contrairement à la grande majorité, vous voyez tout le top 6, 7, alors non, Nixon a fait d'autres formations. Hein. Nixon, vous aviez fait d'autres formations. Mais le top 5, est-ce que vous aviez fait une autre formation, le top 5? Ils n'avaient fait aucune formation. C'est énorme. C'est-à-dire, ils n'ont fait aucune autre formation. Ils sont au top 5. Et alors, Frédéric, lui, il a suivi plein de formations. Donc, ça a été difficile. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Parce que ça a été difficile pour lui, effectivement, de rentrer dans la formation. Il avait encore des biais psychologiques. C'était pas facile pour lui, etc. Mais je suis très content parce qu'effectivement, il m'a dit, là, je commence effectivement à mieux comprendre, à être dedans, etc. Il a un peu mal commencé la compétition. Là, il est dans le vert. Donc, c'est très bien. Et j'espère effectivement qu'il va cartonner dans les prochains jours. Alors Serge, bon, je pense pas que ça reflète son niveau. Je pense qu'il a un meilleur niveau. Maintenant, voilà, Serge, il va devoir travailler son timing, etc. Jean-Christophe, son résultat s'explique de manière hyper claire. Jean-Christophe n'avait jamais fait de réel avant la compétition. Il commence la compétition avec le réel. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce qu'il est stressé. Il y a beaucoup d'émotions. Et donc, effectivement, il avait un bon niveau avant la compétition en démo, mais on ne commence pas une compétition en réel, c'est très difficile. Maintenant, voilà, il fait partie de la compétition, il faut qu'il limite la casse, il faut qu'il se concentre, il faut effectivement qu'il parvienne à réaliser une performance positive. Ce sera déjà une grosse victoire sur lui-même. Jean-Marc, il a un résultat qui n'est pas bon, mais je pense qu'effectivement, il a eu des problèmes avec sa machine. De trading, etc. Donc ça ne lui a pas permis effectivement d'être totalement en phase, parce qu'effectivement, bon, je vais pas parler du broker, etc. Mais apparemment beaucoup de slippage, très difficile pour lui de prendre des scalps, les frais sont prohibitifs. Bon, effectivement, je lui avais recommandé de ne pas travailler avec ce courtier. Il l'a fait. Bon, ben c'est comme ça, on peut pas revenir en arrière. Maintenant, c'est pas évident pour lui parce qu'effectivement, il accumule un retard par rapport à ses camarades. Maintenant, Jean-Marc, il doit juste être concentré, ne pas être déstabilisé, essayer de jouer des mouvements un peu plus longs. Je ne vais pas donner de nom de courtier, hein, désolé. Hein. Ni faire de bonnes pubs, ni de mauvaises pubs, voilà. Mais Jean-Marc, je pense qu'effectivement, là maintenant, il va juste devoir éviter de scalper parce que c'est pas à son avantage, parce qu'il y a trop de slippage. Et il va devoir effectivement se focaliser sur des trades un peu plus longs. Et je pense qu'effectivement, il aura au moins, il essaiera d'avoir des résultats un peu meilleurs. Mais voilà. Donc ici, je suis revenu rapidement sur le classement. Bien évidemment, il y aura une autre conférence, je pense, à la fin de la compétition. Mais
d'ores et déjà, je peux dire bravo aux compétiteurs parce que c'est un énorme boulot, parce que on n'a pas à rougir de ces résultats. Et puis, bien évidemment, les résultats sont le fait d'un gros travail. Vraiment, hein, je le dis pas encore une fois pour flatter les étudiants. Ils me connaissent, hein, quand je suis pas content, je leur dis. Quand je suis content, je leur dis également. C'est normal. Mais il y a beaucoup de gros travailleurs, effectivement, dans le top 5, dans le top 6, même dans le top, même François, hein. D'ailleurs, François, il a commencé sérieusement sa formation durant la deuxième partie, parce que également boulot à plein temps, pas évident pour lui. Et donc François également, il avait du retard, mais là il s'est mis à fond. Mais c'est honorable, c'est vraiment honorable. Donc bravo. Et j'espère que la dernière, enfin encore une fois, on en est qu'au tiers de la compétition. On a encore 4 semaines. Et j'espère que les 4 prochaines semaines seront palpitantes. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit tour d'horizon de ce que j'avais à dire. Donc, je vais, avant de développer, je pense que tout le monde ne maîtrise pas la méthodologie TKL. Donc, je vais revenir rapidement sur quelques concepts de base que normalement vous êtes censé connaître si vous me suivez, si vous avez lu les bouquins ou si, bien évidemment, si vous êtes TKLien, là, c'est le B.A.B.A. du B.A.B.A. du B.A.B.A. Donc voilà, donc je vais revenir sur tout ça. Et puis, bien évidemment, ensuite, je ferai des prévisions sur les marchés. Alors, bien évidemment, l'idée, c'est quoi? C'est d'abord une brève introduction aux indicateurs techniques. Ensuite, en deux, je reviendrai sur le bilan. Hein. Moi, ce que j'ai dit les dernières années sur les indices, normalement, vous devriez le retrouver sur YouTube. Hein. On a une chaîne YouTube qui est quand même pas mal vue. Et sur cette chaîne, j'ai mis pas mal de vidéos de prévisions depuis 2010, 2012, 2013, etc. Je pense qu'effectivement, sur les indices, vous savez, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez effectivement ce que je pense des indices. Maintenant, l'idée, c'est maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans les 3 prochains mois et dans la prochaine année? Est-ce qu'on va avoir un crack? Est-ce qu'on va avoir un marché effectivement haussier qui va se poursuivre, etc. Je pense que ce serait intéressant de revenir sur tout ça. Donc, je reviens rapidement sur les indicateurs techniques. Donc, pour moi, les indicateurs techniques, c'est un outil d'aide à la décision qui est extrêmement efficace. Et l'idée, c'est justement que les indicateurs techniques, pourquoi je les utilise? Alors, je n'utilise pas que ça, mais pour moi, effectivement, les indicateurs techniques sont extrêmement puissants, justement pour détecter les retournements de tendance au tout début, grâce au concept de divergence baissière et haussière. Bonjour Karim, j'espère que vous serez à Dubaï, Karim, j'espère. Alors, de toutes les manières, voilà, je ne lis pas trop le chat parce que je suis concentré. Tout à l'heure, je répondrai à vos questions, hein, d'accord? Je suis désolé, mais là, j'ai du boulot. Et puis, bien évidemment, dans un second temps, je répondrai à toutes vos questions. Excellent. Et j'espère que vous allez bien. Donc, ici, effectivement, on va revenir effectivement sur le RSI. Donc, l'avantage du RSI, c'est un indicateur extrêmement puissant qui permet de détecter les retournements majeurs avec le concept des divergences baissières et haussières, mais également de rentrer dans une tendance haussière ou baissière au bon moment grâce au concept de zone de neutralité. Alors effectivement, la divergence, c'est quoi? C'est une situation où vous avez par exemple une déconnexion entre l'évolution des cours et de l'indicateur technique. C'est-à-dire que l'indicateur technique mesure la vitesse du titre ou de l'actif. Bonjour Vincent, du titre ou de l'actif. Et l'indicateur technique montre si la puissance est encore intacte ou si nous sommes en phase de retournement. D'accord? Donc, je vais essayer effectivement de revenir sur tout ça juste après avec 2-3 exemples. Donc, une divergence, c'est justement une déconnexion entre l'évolution des cours et celle de l'indicateur technique qui indique souvent un retournement probable de la tendance en cours. Donc ici, par exemple, on voit un exemple de déconnexion entre l'indicateur technique, d'accord, qui diverge, et le graphique, effectivement, ou la parité qui continue de progresser. Vous voyez ici une progression qui est saine, et puis à un certain moment, qu'on voit effectivement qu'il y a une déconnexion, c'est-à-dire que l'actif monte, mais que l'indicateur technique effectivement décline, ça signifie qu'il y a un épuisement, et cet épuisement se matérialise par un retournement lorsqu'on casse la zone de neutralité. J'ai étudié des centaines, voire des milliers de graphes, à différentes périodes, 1929, les années 90, les années 80, les années 2000, les années actuelles. Et je peux vous dire qu'effectivement, ça marche. Alors pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'utilisent? Je dirais presque tant mieux. Et parce qu'encore une fois, la force des indicateurs techniques, c'est finalement de repérer les comportements moutonniers. Et malheureusement, lorsque effectivement le marché évolue dans un sens, tout le monde va dans le même sens. Parce qu'il n'y a pas de libre arbitre, parce qu'on n'arrive pas à penser par soi-même, parce qu'on n'arrive pas à être indépendant. Et justement, l'idée, et c'est ce que j'essaie d'enseigner à la TKL, et j'essaie d'ailleurs d'enseigner à tous les étudiants, c'est l'importance d'être indépendant.
indépendant, l'importance effectivement de ne pas suivre les autres, l'importance effectivement de se fier à sa propre analyse. D'accord? Donc c'est un petit peu ça le principe. Ici, on voit un autre exemple avec le crack de mars 2000. Vous voyez un marché qui fait un double top, une divergence, cassure de la zone de neutralité, et c'est quelque chose effectivement d'assez puissant. Alors, un autre exemple sur Vivendi. Alors, il y a Radi qui dit est-ce que ça, on peut les utiliser dans le domaine dans les entreprises biotech, on peut les utiliser quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine, d'accord, on pourra presque à la fin, si vous le souhaitez, analyser quelques valeurs biotech, ça ne me pose pas de problème, d'accord. Donc c'est ça la magie effectivement des indicateurs techniques, c'est que ça marche quel que soit l'actif financier. Alors ici effectivement, on le voit bien dans une tendance haussière, vous voyez la zone de neutralité qui agit comme support, d'accord. Et l'idée ici, c'est qu'à chaque fois que le marché baisse, on vient se poser sur la zone de neutralité. Alors on ne va pas utiliser que ça, mais au moins ça nous donne une idée de ce que va faire le marché. Alors là, je vais revenir rapidement sur le bilan des dernières années et en troisième partie, bien évidemment, je reviendrai sur les analyses et les perspectives pour l'année 2015. Donc, bilan des dernières années. Alors, comme vous le savez, je pense que vous avez plein de vidéos, etc. Moi, je suis haussier sur les indices depuis 2009, mais surtout 2010. 2009, je sentais effectivement le retournement parce qu'effectivement, pour moi, c'était une situation hyper intéressante. On avait une accélération baissière, des divergences haussières, et c'est intéressant parce qu'en plus, tout le monde disait le marché va continuer à baisser. Et donc, ce sont ces situations que j'adore. C'est-à-dire que tout le monde vous dit ça va baisser, tout le monde vous dit ça va s'effondrer, et puis vous avez les indicateurs techniques qui se retournent, et là, c'est excellent parce que vous avez l'aspect psychologique et l'aspect technique, essoufflement d'un marché. D'accord? Et pour nous, effectivement, c'est quelque chose effectivement d'excellent sur un plan technique. Donc, depuis 2009-2010, on est bien d'accord que le contexte est plutôt pessimiste. C'est-à-dire que tous les experts vous disaient, les experts les plus reconnus, les plus célèbres, les plus médiatisés, vous disaient les marchés sont baissiers, voire très baissiers, et ça va continuer. D'accord? Et donc, depuis 2009, on a de nombreux experts qui sont très baissiers, voire alarmistes sur les indices. Là, je reviens sur le plus célèbre analyste, et le Mr. Doom, qui effectivement depuis pas mal de temps nous explique le marché va s'effondrer, le marché va s'effondrer, le marché va s'effondrer. Je reviens sur ces analyses. Alors Mr. Doom, effectivement, c'est quelqu'un qui en 2006-2007 a dit voilà, les subprimes, c'est un problème et bien évidemment, il va y avoir un gros problème au niveau de l'immobilier, le marché va s'effondrer. Il a eu raison et il est devenu une immense vedette. Le problème, c'est qu'effectivement, il a persisté dans son analyse. Alors bien évidemment, peut-être que sur un plan fondamental, il y avait des choses vraies dans son approche, mais il n'a pas compris une chose, c'est que les marchés font ce qu'ils veulent et que c'est pas le fait de dire le marché va baisser que le marché va vous suivre. À un certain moment, il faut écouter le marché, il faut le suivre, il faut avoir une expérience de marché. Et c'est, je pense encore une fois, c'est ça l'importance effectivement d'avoir cette expérience et son indépendance, c'est de ne pas être influencé par les autres. Donc, en 2009, effectivement, Roubini nous dit le marché va s'effondrer. Et là, regardez, on a un crack en 2008, bien évidemment, 2007-2008, le marché qui se retourne. Et regardez les indicateurs techniques qui sont extrêmement vendeurs. Tout le monde est d'accord. Donc, comme je vous l'avais dit, on est sous la zone de neutralité, marché qui est extrêmement vendeur. Et là, sur effectivement les points bas de marché, Roubini nous dit le marché doit encore baisser de 12%. D'accord? Alors, c'est pour ça que, encore une fois, quand j'ai commencé ma conférence, je vous ai dit, je suis pas Madame Irma, au sens où moi, quelqu'un qui me dit le marché doit baisser encore de 12%, je vais pas l'écouter, parce que moi, pour moi, le marché peut monter de 15% et il peut baisser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va élaborer des stratégies, on va essayer d'avoir une idée sur ce que va faire le marché, mais moi, je suis prêt à tout. C'est-à-dire le fait qu'on ait un crack ou le fait qu'on ait un marché extrêmement haussier, eh bien, moi, dans tous les cas, je suis préparé. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je tombe pas dans le piège d'un Roubini qui va nous dire le marché doit encore baisser. Non, le marché fait ce qu'il veut. Et voyez encore, le marché doit encore baisser. C'est hyper arrogant, d'accord? Et c'est pas très humble de sa part de dire doit encore. Pourquoi le marché doit encore baisser? Pourquoi le marché va l'écouter? Alors, et encore une fois, vous voyez l'idée, c'est que il faut être humble. Le marché a toujours raison et le marché fait ce qu'il veut. Donc, ici, le marché, effectivement, n'a pas baissé, contrairement à ce qu'il disait. Et regardez là, l'indicateur technique, il commence à repasser au-dessus de la zone de neutralité. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit cette hausse est insoutenable. Bon, ok. Puis, le marché, effectivement, monte, on corrige légèrement.
Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit les marchés vont retester les plus bas du mois de mars. Plus bas du mois de mars, ils sont là. Hein. Là, on va les 8500. Et vous voyez, c'est ça. Hein. C'est 6500. Donc, il nous disait le marché va retester les plus bas du mois de mars. On continue. Là, on est aux alentours des 10 000. Et puis, Roubini de nous dire, effectivement, les actions vont probablement baisser de 10 à 20% très rapidement. Alors, on a un marché qui ne cesse de monter. Est-ce que, alors maintenant, je parle aux novices et je parle également à ceux qui connaissent au moins, ça c'est la base, hein, à la TKL. Est-ce que le marché était vendeur sur un plan technique? Même ceux qui ne suivent pas la méthodologie, on est bien d'accord que n'importe quel débutant qui a lu rien que quelques petits chapitres de l'art du trading serait capable de dire les marchés ne sont certainement pas baissiers, Monsieur Robini. D'accord? Or, Monsieur Robini nous a dit à l'époque, nous disait à l'époque, les marchés vont probablement baisser de 10 à 20% très rapidement. Attention, hein, c'est très rapidement. Et donc, on a un marché qui explose à la hausse, d'accord? Et puis, effectivement, Monsieur Robini qui persiste. Et alors là, on est en 2012. Regardez ce qu'il nous écrit en 2012. Crise, le monde en route vers la tempête parfaite. Le monde en route. Alors, attention, 2009, ça monte, 2010. Alors, on a eu bien évidemment entre-temps des baisses. 2011, 2012, le monde vers, vous voyez, 17 juin 2012. Hein. Et là, et bien évidemment, il sous-titre Nostradamus. Bon, bah, c'est Nostradamus. Donc, le monde en route vers la tempête parfaite. Et effectivement, il pensait que le marché allait totalement s'effondrer. Alors, ici, regardez, on est en 2013. 2013. Roubini. La tempête de 2013 pourrait être pire qu'en 2008. Vous savez ce qu'a fait le marché en 2013, puisqu'il a fait en 2014, record historique sur record historique. Donc ici, effectivement, idem, on persiste, etc. Et c'est même pas de la mégalomanie, je pense que c'est de l'ego, d'accord? C'est-à-dire qu'il s'est trompé, il n'a fait que se tromper, et il continue effectivement dans son analyse. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il a quand même toujours des tribunes, alors que, regardez, depuis là, alors là, il a eu raison, tant mieux, il a eu raison 2 ans avant, c'est-à-dire que le marché a monté, puis il s'est retourné, donc il n'a pas eu raison au bon moment, c'est-à-dire il a eu raison 2 ans avant le crack, puis bien évidemment le marché lui a donné raison, il est devenu une star planétaire, et puis depuis effectivement ce coup d'éclat, il n'a fait que dire n'importe quoi, d'accord? Et donc là effectivement la tempête de 2013 pourrait être pire qu'en 2008. Là, on en revient à l'analyse technique, ça je l'avais déjà développé, mais regardez ce qu'a dit Tom DeMark le 5 février 2013. C'est un analyse technique. On n'est plus dans de l'analyse fondamentale. Là, c'est un économiste. Là, maintenant, c'est un technicien, et pas n'importe quel technicien. Tom DeMark a conseillé Steve Alan Cohen pendant de nombreuses années, pendant 14 ans, 15 ans. Il a conseillé Paul Tudor Jones, il a conseillé certains des meilleurs traders de la planète. Il a des milliers d'abonnés à sa newsletter effectivement qui facture quand même assez cher. Et bon, qu'est-ce qu'il nous dit ici? On est en février 2014. Il nous dit les 2-3 prochains jours sont très critiques pour le marché. Le marché pourrait cracher de 40%. Le marché pourrait cracher de 40%. Et bien évidemment, il utilise le parallèle Dow Jones 1929 et Dow Jones actuel et dit voilà, le marché va se casser la gueule. Vous voyez ici le Dow Jones en 1929, effectivement, on a un marché qui baisse et puis effectivement rebond et puis baisse du marché. Et pour lui, le Dow Jones allait faire la même chose. Est-ce que nous sommes tombés dans le même piège? Certainement pas, parce qu'à la TKL, c'est vrai qu'il y a eu ce risque. C'est vrai qu'à un certain moment, je ne vous cache pas, je n'ai pas éliminé ce risque. Ça, je me suis dit, c'est pas impossible. C'est ça le truc. C'est, j'ai pas dit, ça va cracher. Par contre, effectivement, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu Tom DeMark en parler, moi, j'ai fait aux étudiants, je leur ai fait une analyse rapide et je leur ai dit, écoutez, Tom DeMark dit ça, mais les graphes nous disent autre chose. Et pour le moment, on ne peut pas vendre ce marché. Je reviens rapidement sur mon analyse, juste pour vous montrer un peu, effectivement, pourquoi moi je ne partageais pas, ou du moins, j'ai essayé de ne pas être paniqué. D'accord? Donc je reviens rapidement sur tout ça. Ok, dites-moi si ça fait écran. Ok, super. Regardez.
Ici, c'est là où Monsieur Dimarc nous a dit le marché va s'effondrer de 30-40%. Vous le voyez, hein, c'est là, hein, d'accord? 30-40%. Est-ce que les indicateurs techniques étaient vendeurs là? Très simple. Est-ce que les indicateurs techniques étaient vendeurs? Non. C'était acheteur. Et donc, c'était pour moi, effectivement, la meilleure manière de ne pas tomber dans le piège parce qu'effectivement, on aurait pu tomber dans le piège. Et je peux vous dire que j'avais des étudiants qui étaient vendeurs. Parce que, alors, je me rappelle, il y avait Jonathan, il y avait Anna Maria, il y avait pas mal d'étudiants, il y avait Michael qui me disait oui, et ceci et cela, et il me sortait des articles. Et c'est vrai que ça faisait peur, mais il fallait effectivement raison garder, il fallait être indépendant et il fallait pas tomber dans le piège. Et donc là, vous voyez, on a ce sempiternel parallèle avec 1929. Et moi, bon, ma remarque, c'est, on est en 2014. Hein, il y a énormément de temps, effectivement, qui s'est passé entre temps. Et nous ne sommes pas en 1929. David, je reviendrai tout à alors, David, il écrit, il y avait une divergence baissière, mais non confirmée. Justement, non confirmée. Tant que la divergence n'est pas confirmée, on ne peut pas parler effectivement de retournement de majeur. Et c'est le piège dans lequel tombent beaucoup de personnes, c'est quoi? C'est qu'on anticipe. Tant que le marché ne nous a pas donné de signaux de retournement, il ne faut pas anticiper. D'accord? C'est important. Et donc moi, effectivement, c'est ça le truc, c'est que on a dans les phases haussières, regardez, on a à chaque fois des divergences. Mais est-ce qu'elles sont validées? Elles ne sont pas validées. Elles n'ont pas été validées. Donc encore une fois, il faut rester indépendant. Et je pense que c'est là, vous voyez encore une fois, c'est non seulement il y a le côté bien évidemment technique, maîtrise des marchés, mais il y a aussi ce côté indépendance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, c'est pas que le côté technique, c'est ne pas être influencé par les autres, ne pas être un mouton. Et ça, et je vais revenir parce que, encore une fois, j'aurais pu totalement me planter et me décrédibiliser auprès des TKNiens. Mais bien évidemment, bon, j'ai eu un peu de chance, mais en même temps, voilà, c'est l'expérience et bien évidemment, je pense qu'il est toujours important d'être indépendant. Donc ici, on est en 2014 et pas en 2020. C'est la remarque que j'avais faite à certains étudiants. Et là, regardez, Soros au même moment, donc ça c'était août 2013, mais juste après, effectivement, février, etc., il prend également, regardez, Soros takes a giant put position, c'est-à-dire effectivement, il a une position vendeuse en put géante contre le S&P. Il était vendeur sur le S&P en août 2013. D'accord? On revient rapidement sur les marchés. Est-ce que ça s'affiche sur vos écrans? Oui. Regardez. Août, on est là, hein, août 2013. Il s'en est passé des choses depuis, hein, d'accord? Un marché, effectivement, en août 2013, ça valait 15 080, on a atteint 18 000, d'accord? Et ça, c'est que pour les indices. Bien évidemment, pour les actions, ça n'a rien à voir. Donc, grosse position vendeuse de Soros en août 2013. Ici, regardez, février 2014, Soros double son pari baissier avec 1,3 milliard de dollars position short sur le S&P. D'accord? Donc ça, effectivement, vous pouvez le retrouver n'importe où. Quand vous avez des nouvelles aussi pessimistes, c'est-à-dire que j'ai quand même toute la, comment dirais-je, les experts qui sont quand même assez reconnus, Dimar, Soros. Alors je sais pas s'il est là, Yacine, mais Yacine, il m'avait écrit à l'époque sur Facebook et il m'avait repris le graphe de 1929. Et il m'avait dit oui, Monsieur Cabage, le marché va se retourner, etc. Et regardez, graphe de 1929 et le graphe actuel, ça se ressemble. Et moi, je lui avais dit, je n'y crois pas. Et puis, bien évidemment, voilà, patience, patience, patience. Et bien évidemment, le marché ne s'est pas retourné. Donc ici, encore une fois, l'importance d'être indépendant, l'importance de ne pas suivre ses gourous. Et là, l'idée, elle est là, c'est que beaucoup de gourous jouent sur la peur des gens. Et vous savez, ce qui va vous finalement protéger, c'est vraiment une bonne connaissance du marché, une bonne gestion des risques, money management. On reviendra tout à l'heure sur le CHF et sur ce que je pensais du CHF. Et bien évidemment, comment dirais-je, comment pouvoir se protéger? Est-ce qu'on peut se protéger face à de tels événements? Alors, je vous dis tout de suite, on a un étudiant, Denis, qui a cartonné sur le CHF. On a un étudiant qui a perdu, mais qui ne s'est pas, voilà, il s'est pas ruiné, mais effectivement, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, et je le lui ai dit. Donc effectivement, c'était une erreur. Mais sinon,
personne, et ça c'est super, au sein de la TKL n'a été affecté par le CHF, alors que c'était quand même une journée noire, hein, noire pour les personnes qui étaient sur le Forex. Donc quand même, je suis assez entre guillemets rassuré et satisfait parce que bon, ce n'était certainement pas une journée catastrophique pour la TKL. Beaucoup de gourous jouent sur la peur des gens pour asseoir leur notoriété et plusieurs gourous sont devenus des stars au niveau international. Ça, il y a une remarque, hein, je sais pas, je vais pas citer de nom, mais vous avez vu les vidéos de personnes qui vous disent, bon, alors on va parler théorie du complot, ou qui vont vous dire les marchés vont s'effondrer, etc. Vous avez vu le nombre de vues? C'est incroyable, c'est-à-dire que les gens sont attirés par ça. C'est ça le truc. Et quand je vous parlais de comportement moutonnier, quand je vous parlais de comment dirais-je, du fait que justement on a presque envie de voir ça, c'est vraiment incroyable parce que ça fait 5 ans. Alors, il y a Berteba qui écrit étonnant que des experts avec leur bagage et connaissances se trompent et insistent. Oui, étonnant, Berteba. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ça fait plus de 5 années que certains experts répètent la même chose. Et il y a même des newsletters, effectivement, qui étaient envoyés quotidiennement. Et ces newsletters, on disait le marché va s'effondrer, le marché va s'effondrer, le marché va s'effondrer. Mais en même temps, c'est ce qui fait vendre. C'est ça le truc. J'avais dit à mes étudiants, je leur disais, si je faisais une vidéo dans laquelle je disais, voilà, c'est le crack, etc. Et pendant 3 ans, je vous répète, c'est le crack, je vais avoir des millions de vues sur mes vidéos parce que justement, sont des vidéos virales, des vidéos qui se partagent vite. Et puis, bien évidemment, les gens, c'est ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils ont envie d'entendre quelque chose qui, finalement, les conforte dans leur pessimisme. Alors que l'idée, elle était là. C'est le marché n'était pas baissier sur un plan technique. Le marché n'était pas baissier sur un plan technique. Donc, il fallait être très costaud pour ne pas suivre les autres. Et donc, je peux vous dire, hein, pour moi, c'était pas évident parce qu'effectivement, il fallait pas céder à la panique. Il fallait pas écouter ces gens-là et il fallait bien évidemment avoir une analyse froide. Et donc, pendant cette période, j'ai souvent analysé de manière froide les marchés pour effectivement revenir sur tout ça. Toutes les questions, je reviendrai tout à l'heure. Il y a plein de questions qui sont superbes. Je reviendrai tout à l'heure. D'accord. Ne vous inquiétez pas, je répondrai à toutes vos questions. Je préfère là maintenant me concentrer sur ça. Et bien évidemment, à la fin, je répondrai à vos questions. Donc, on est bien d'accord que quand vous êtes dans une configuration pareille, ne pas suivre les autres, c'est pas facile. Et alors, il y a quelqu'un qui m'écrit, il se base sur les indicateurs techniques. Bah justement, tout le monde peut se baser sur les indicateurs techniques. Mon bouquin, il est disponible au grand public. Est-ce que ça veut dire que les experts vont suivre ça? Certainement pas, parce qu'encore une fois, comportement moutonnier. Et c'est là où il faut être indépendant. Il faut être autonome, il faut avoir une préparation psychologique. Je pense que les TKLiens, le gros avantage des TKLiens, il est là. C'est qu'effectivement, derrière, il y a une grosse préparation, ce qui fait que, moi, je sais pas, Nicolas, par exemple. Nicolas, récemment, sur le pétrole, il était hyper short sur le pétrole. Et il y a un expert sur BFM, on va pas donner le nom, mais il est assez connu dans le domaine de l'analyse technique, qui disait impossible que le pétrole continue sa baisse. Et Nicolas, il a dit, moi, je suis pas d'accord et je suis short sur le pétrole. Et il avait parfaitement raison. Parce que le pétrole n'est certainement pas acheteur. Et qu'un expert, qui est quand même un analyste technique connu sur la place de Paris, dise finalement ça, il y a un problème. Mais quelque part, tant mieux. Moi, je pense qu'effectivement, ça prouve encore une fois que les TKLiens se démarquent des autres. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toutes les manières, ces comportements moutonniers seront toujours là. Dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, l'histoire se répète. La nature humaine est immuable. C'est Jesse Livermore qui l'a dit. Et je suis parfaitement d'accord. Voilà, et Tom D. Mark, il a quand même conseillé pendant 15 ans Steve Allen Cohen, c'est quelqu'un qui gagne des millions de dollars par mois, rien que pour donner des analyses, hein, pas pour trader des fonds, etc. Et Tom D. Mark, qui effectivement s'est trompé lourdement, alors que les TKLiens ne sont pas trompés. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Mais derrière, bien évidemment, il y a un énorme boulot. Je peux vous assurer qu'il y a un énorme boulot, qu'on n'arrive pas comme ça par hasard. Donc ici, là, c'est le graphe des indices hein, sur une base mensuelle. Donc vous voyez effectivement qu'on a eu une accélération haussière, alors que, regardez là, on est en 2012, vous voyez, là, en 2013, hein, et vous voyez le marché qui continue d'accélérer à la hausse. Alors rapidement, je vais revenir sur mes différentes interventions depuis 2009, mais ça, vous les avez déjà sur YouTube. Donc, premièrement, je reviens sur ma première intervention sur le marché haussier actuel. Donc, on est en mars 2009. Il y a une panique généralisée. Tout le monde dit, ça y est, c'est 1929, on rentrait dans une crise qui est probablement la crise la plus grave de l'histoire. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais en tous les cas, ça a été vécu ainsi. Et puis,
Moi, j'analyse froidement les indices et qu'est-ce que je constate? Sur une base hebdomadaire, on est en mars 2009. On a une divergence. Est-ce qu'elle est validée? Non, elle n'est pas validée. Donc, on ne peut pas, sur cette base, considérer les indices comme haussiers. D'accord? Mais c'était un début de signal. C'était un début de signal. Et qu'est-ce qui, moi, m'a véritablement intéressé à l'époque? Regardez, on est en mars 2009. Qu'est-ce qu'on constate? C'est pour ça que moi, quand Roubini disait cela, j'étais un peu, comment dirais-je, sceptique. Je, j'ai le pétrole en daily. Et le pétrole en daily me dessine une magnifique divergence haussière. D'accord? D'ailleurs, par la suite, effectivement, il évoluera sur les 100. Et puis, bien évidemment, vous connaissez la suite. Mais pour moi, c'était intéressant. Pourquoi? Parce que quand vous avez un pétrole qui monte, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement, peut-être que l'économie va redevenir positive, croissance, finalement un regain d'optimisme. Parce que pourquoi le pétrole avait baissé? Bah, tout simplement parce qu'effectivement, crise, baisse de la demande et bien évidemment panique, etc. Donc on a un pétrole qui avait atteint 150 et qui a baissé sur les 30. D'accord? On a quand même un pétrole qui a été divisé par 5 en 6 mois. D'accord? C'est énorme. Donc à partir de là, j'avais ce premier signal positif et pour moi déjà c'était une info intéressante et à l'époque j'écrivais indicateur avancé de la santé de l'économie et c'est ce que j'avais écrit au salon de l'analyse technique. Vous voyez, et j'avais mis un point d'interrogation. C'est-à-dire en 2009, on avait déjà des signaux précurseurs. Alors, à l'époque, j'avais également un cours, d'ailleurs que j'ai refilé à André Malpel, qui le fait d'ailleurs très très bien. J'avais un cours d'analyse technique, j'avais introduit l'analyse technique en L3 d'économie, en M2 de finance à Dauphine. Et c'était assez intéressant parce que j'avais des étudiants qui avaient 21 ans, 22 ans, grand max. Et à l'époque, effectivement, je leur avais fait un petit cours, comme ce que je viens de vous faire, très rapide. Et je leur ai dit, voilà, sur les indices, qu'est-ce que vous en pensez? Et à l'époque, effectivement, j'avais 80% de mes étudiants qui m'ont rendu des copies positives avec un diagnostic positif. D'accord? À l'époque. Alors que en juin 2009, 2 tiers des experts de Wall Street étaient baissiers. Vous écoutez CNBC, il y avait pas mal d'analyses et pas mal de points sur le fait que comment dirais-je, de sondages auprès des experts. Et selon ces sondages, 2 tiers des experts de Wall Street étaient très baissiers. Donc, pourquoi mes étudiants étaient passés acheteurs à l'époque? Je vais vous montrer rapidement si j'ai ça. Voilà, super. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que ça s'affiche sur vos écrans? OK. Donc, vous voyez ici, alors, sur une base jour, vous voyez là, on est en 2009. En mai 2009, le MACD passe, le stochastique valide. Alors là, on a véritablement validé en juillet. D'accord? Mais ce qui est intéressant, vous voyez ici le signal haussier. On l'a effectivement validé au mois de juillet. Par contre, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que sur une base jour, on était déjà acheteur par là. Et donc, pour nous, effectivement, c'était hyper intéressant. Pourquoi? Parce que il y avait effectivement un signal précurseur. Et donc, à partir de là, effectivement, ils avaient des graphes. Et donc, quasiment la grande majorité me dit voilà on est haussier 80%. Et je me souviens à l'époque j'avais Thierry Béchu, il a publié un bouquin Économie et marché financier au sein de la collection Bourse que je dirige toujours d'ailleurs. Et Thierry Béchu il écrit un bouquin super vendeur, super baissier et il me dit t'as mis la pire des crises etc etc. Et puis et moi je lui ai dit tu es sûr de publier ça, tu es sûr de tes idées? Il me dit oui oui je suis convaincu. Et c'est assez étonnant parce que bon, Thierry Béchu, il a quand même écrit un bouquin qui est connu, qui est réputé, Analyse technique, pratique et méthode. Et ça reste quelqu'un de très bien, de très humble, que j'aime beaucoup. Hein. C'est quelqu'un que j'apprécie et j'ai appris dans ses bouquins. Donc, moi, j'ai rien contre. Mais toujours est-il que il était dans cette idée, les marchés vont s'effondrer. Et il n'était pas dans le technique. Et c'est ça ce qui m'avait étonné. Bon, bref, moi, effectivement, mon diagnostic était, entre guillemets, légèrement acheteur, puisque je suis vraiment passé acheteur. Je reviens ici sur je suis vraiment passé acheteur par là, hein, en juillet, d'accord? Puis bien évidemment, après, vous connaissez la suite. On a eu effectivement quelques petites baisses, hein, vous voyez là, mais là c'était tsunami et compagnie, hein, d'accord? Là c'était quand même assez grave. Et puis bien évidemment, on n'a jamais connu de retournement majeur depuis cette période. On n'a fait que monter. Donc pour nous, c'est assez intéressant d'étudier les marchés sur effectivement un horizon long et dans une perspective historique.
Donc, justement, là, l'idée, c'est que 2 tiers des experts de Wall Street étaient très baissiers à la même période, alors que des petits jeunes battaient les meilleurs experts. Et ça, c'est rigolo. En 2010, là, il y a une vidéo, vous la retrouverez sur YouTube. J'étais haussier sur les indices et prudent sur l'or. Alors, l'or a continué à monter, hein, mais j'étais quand même, je commençais à être prudent parce que je me disais les indices, pourquoi j'étais prudent? Parce que je commençais à être haussier sur les indices. Et je me disais, les deux ne peuvent pas monter ensemble. Mais bon, l'or a continué à monter. Puis, bien évidemment, il se retournait. On va revenir sur l'or, et puis bien évidemment, ça va être intéressant. Est-ce que ça s'affiche sur vos écrans? Oui, super. Regardez, l'or, on était en septembre. Vous voyez, on était là. Bon, moi j'étais mitigé. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette idée des indices qui allaient monter. D'accord? Moi, j'étais haussier sur les indices. Mais je me disais, c'est bizarre que les deux montent en même temps. Mais encore une fois, et c'est ça le truc, c'est que chaque marché a sa logique. Il faut se baser sur le marché. Il ne faut pas se dire, l'or monte, donc les indices vont baisser, ou les indices montent, donc l'or va baisser. Mais ça peut effectivement marcher parfois très très bien. Et là, ce qui s'est passé, regardez, on n'était certainement pas vendeur, pas vendeur, pas vendeur. Puis là, on a eu un gros range. Et là, nous, on était super vendeur là. Là, on était super vendeur. Et là, moi, je reviendrai tout à l'heure sur mon analyse sur l'or. Mais vous voyez encore une fois, comment dirais-je, analyse qui on ne peut pas anticiper à long terme ce qui va se passer parce que c'est le marché qui va nous dire c'est le moment de vendre. Mais j'étais quand même prudent parce que je me suis dit à un certain moment il va y avoir un retournement si les indices montent. Et c'est ce qu'on a eu d'ailleurs, hein, parce qu'effectivement l'or est monté, puis on s'est aperçu qu'il n'y avait plus rien à craindre, entre guillemets, plus rien à craindre, c'est un bien grand mot, mais que finalement ce qui justifiait la valorisation de l'or n'était plus présent, c'est-à-dire effondrement des monnaies, crise grave, etc. C'est-à-dire ce qui véritablement validait la hausse de l'or. À l'époque, je ne sais pas si vous en rappelez, mais en 2012, on avait certains experts qui nous parlaient de l'or à 10 000, à 17 000. D'accord? J'ai participé à des conférences, des tables rondes. Il y avait certains experts qui vous disaient l'or va monter à 17 000, il faut l'acheter. Puis bien évidemment, vous voyez, l'or, pour l'instant, rien d'extraordinaire. Mais on reviendra tout à l'heure sur ces aspects. Donc voilà, en 2010, haussier sur l'or, haussier sur les indices, mitigé sur l'or. Puis, bien évidemment, pendant chaque année qui a suivi, bien évidemment, j'étais à chaque fois haussier, malgré, bien évidemment, un consensus qui était vendeur. Là, par exemple, on voit la crise ukrainienne, etc. Et moi, mes propos, donc ça, c'est au salon de l'analyse technique, qu'est-ce que j'ai dit? Salon de l'analyse technique, je suis à Paris, bien évidemment, je le fais de manière publique, il y a une vidéo pour ceux effectivement qui ne l'ont pas encore vu. Et qu'est-ce que j'ai dit à l'auditoire finalement? Bien évidemment que je suis haussier sur les indices tant que le RSI ne casse pas la zone de neutralité, qui avait bien évidemment un risque par rapport au plus haut historique, mais que si on les cassait, on était véritablement dans une logique acheteuse. Et j'ai précisé au moindre repli, on achète. Au moindre repli, on achète. Et c'était mars 2013. Il n'y en avait pas beaucoup qui l'affirmaient très haut. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'acheteurs. Hein. Mais à l'époque, je peux vous dire, j'étais en minorité. D'ailleurs, pendant pas mal de temps, j'étais en minorité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui disent l'inverse. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, peut-être que les choses vont changer. Donc, voilà, là, j'ai une analyse. Donc, tout ça, effectivement, vous pourrez le revoir sur YouTube, etc. Donc, en conclusion, et là, je suis revenu bien évidemment rapidement sur certains, comment dirais-je, certaines grandes analyses qui ont été faites dans le passé, c'est que même dans les moments extrêmes, il faut toujours garder son sang-froid et oser prendre des décisions que la majorité n'ose pas prendre. Parce que grosso modo, c'est ça ce qui va se passer. C'est que quand quelqu'un me dit, voilà, est-ce qu'ils utilisaient les indicateurs? Oui, tout le monde utilise on a tous, entre guillemets, la même info. Maintenant, c'est pas l'info qui compte, c'est comment on l'utilise et comment je me suis préparé à l'utiliser psychologiquement. D'accord? Donc, on va à présent revenir sur les perspectives 2015. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première partie avant d'aborder la deuxième grande partie, les perspectives pour l'année 2015?
Alors pour les indicateurs techniques, c'est très simple. C'est un indicateur technique 21 unités. Est-ce que ça s'affiche sur vos écrans? Ok, c'est très simple. Moi, je prends un indicateur technique 21 périodes RSI et puis bien évidemment, j'utilise la pondération plus haut, plus bas, plus deux fois que la clôture sur 4. Voilà, tout simplement, c'est ce que j'utilise. Alors, tout à l'heure, Samir, il me dit est-ce qu'on peut avoir une analyse sur GenFit ou tout à l'heure, dès que j'aurai fini ce que j'ai à faire, d'accord? J'essaierai d'analyser quelques biotechnologiques si j'ai les graphes, bien évidemment. D'autres questions? Alors, le marché de Casa, je n'ai malheureusement, Brahim, c'est vous qui êtes au Canada, hein. Malheureusement, on a bien reçu votre question. Malheureusement, je n'ai pas les graphes, donc je peux pas vous dire. Mais voilà, vous pouvez utiliser la même méthodologie. Je pense que ça doit bien marcher, hein. Mais je n'ai pas les graphes. Ok? Alors, pour le stochastique, je vous invite. Le stochastique ne sert pas à grand chose. Pour moi, effectivement, c'est vraiment intéressant parce que ça vient conforter les signaux donnés par le RSI. Alexis, vous considérez l'analyse technique supérieure à l'analyse fondamentale? Et de loin, Alexis. Alors, je vais pas, encore une fois, pour moi, l'analyse fondamentale, elle est importante, mais ce ne sont pas les fondamentaux qui font bouger les marchés, ce sont les acheteurs et les vendeurs. D'accord? Donc, à partir de là, on peut avoir des fondamentaux qui sont extraordinaires. Si personne ne veut acheter, le marché ne montera pas. Maintenant, si bien évidemment, vous avez une action qui est intéressante sur le plan fondamental, mais qu'il n'y a pas de flux acheteur et qu'à un certain moment on commence à avoir des signaux positifs, là c'est excellent. Maintenant, l'idée elle est là, c'est encore une fois, il y a tellement d'éléments qui échappent sur le plan fondamental, qui nous échappent sur le plan fondamental, que c'est difficile effectivement d'utiliser l'analyse fondamentale pour du trading. D'accord? En trading, l'analyse technique est largement supérieure à l'analyse fondamentale. Ok, oui, voilà. Alors Yann, vous faites votre stage à Casablanca, c'est ça? Dans une salle de marché. Et alors ça se passe bien? Alors Yann, c'est un ancien TKLien, hein. Donc lui, voilà, lui va vous dire si ça marche bien ou pas. Donc, pensez-vous que les options binaires pour les devises, alors les options binaires, franchement, pour moi, il y a beaucoup de gens qui ont perdu énormément d'argent avec les options binaires. J'ai des étudiants qui ont perdu énormément d'argent. Je pense pas que ce soit un marché sérieux. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, à chaque fois que je le dis, la personne va me dire non, non, je vais le faire. Bah, faites. Mais franchement, moi, pour moi, c'est pas du tout. Je pense que les options binaires, ça a déconseillé, vraiment à déconseiller. Alors, quelle est la meilleure unité pour un RSI 21? Il n'y a pas une unité, il y en a plusieurs. Après, c'est pas que le RSI. Encore une fois, ne tombez pas dans le piège de l'indicateur magique. Pour moi, le RSI est extrêmement puissant, mais il n'y a pas que ça, hein. Voilà, c'est qu'une partie de l'arsenal d'un bon trader. Ok, Baziro, il me dit normalement certains marchés montent et d'autres baissent. Est-ce une bonne chose de dire que que les marchés vont marcher ou pas? J'ai pas compris. Faut-il concrètement avoir des notions d'économie pour comprendre les marchés? Pas forcément, mais c'est bien d'avoir comment dirais-je, certaines connaissances en économie, mais il faut pas être un économiste, c'est-à-dire au contraire, vous voyez, Robini, il a un doctorat, il est super brillant, super intelligent, et pourtant il a dit n'importe quoi. Donc c'est beaucoup de psychologie. Il y a le prix Nobel d'économie, Paul Krugman, prix Nobel 2009. Il a dit la chose suivante. Il a dit les économistes font de mauvais spéculateurs, ils réfléchissent mal. Les économistes font de mauvais spéculateurs, ils réfléchissent mal. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de rationaliser, alors que parfois il n'y a rien de rationnel. C'est-à-dire que ça monte parce qu'il y a de la psychologie, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors quel est le minimum d'investissement sur les futurs? Franchement, 50 000 pour ne pas avoir de gros problèmes. D'accord? Parce que après, n'oubliez pas, il y a un levier qui est important. Euh, il faut être réaliste. Et au début, vous allez effectivement morfler, vous allez perdre. Donc, si vous voulez vraiment survivre sur ce marché, 50 000, 100 000 euros, moi je pense. Je parle de toutes les unités, Sébastien, hein. Ok. Alors, il y a plein de questions. Donc, ce que je vais faire,
petite pause, petite pause de 5 minutes. Alors pourquoi les options binaires sont déconseillées? Voilà, je vais avoir plein de questions sur les options binaires. Pourquoi les options binaires sont déconseillées? Premièrement, parce qu'effectivement, on n'est pas dans un marché. Premièrement, c'est un marché où vous jouez contre un courtier. Donc déjà, le courtier a un énorme avantage par rapport à vous. Deuxièmement, il y a beaucoup d'institutions qui ne sont pas hyper sérieuses. Alors que sur un marché régulé, par exemple, vous travaillez sur les actions, les devises, par exemple, sur LMAX, où c'est un marché régulé, les futurs, vous n'allez pas forcément gagner, mais au moins, vous savez qu'effectivement, vous jouez à armes égales avec les autres. Vous êtes sur un marché régulé. Alors que sur les options binaires, il y a toujours une manipulation, et il y a beaucoup d'histoires horribles sur les options binaires. Moi, c'est pour ça que je les déconseille. Maintenant, voilà, c'est à vous de voir. Alors, les volumes, moi, je les utilise pour les actions. Market Profile, je l'ai utilisé il y a longtemps, mais personnellement, alors, je ne dis pas que c'est pas bien. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis encore une fois, c'est pas la méthode le plus important, c'est comment vous l'utilisez, c'est le process. Vous voyez ce que je veux dire? C'est chacun sa manière de travailler. C'est pas le plus important, c'est pas la méthode, c'est d'avoir une bonne méthode, ça c'est sûr. Mais ensuite, effectivement, il faut que la méthode soit fiable et puis bien évidemment la travailler sur la durée. N'importe quelle méthode, vous pouvez effectivement, si vous la maîtrisez bien, faire de belles choses avec. Après, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comment je la travaille sur la durée. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, j'ai plein de questions. Alors, désolé, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Oui, probablement, Franck. Hein. Ok, je petite pause, 5 minutes, puis dans un second temps, on attaque les perspectives et je ferai des analyses de tous les marchés. Et ensuite, bien évidemment, j'essaierai de répondre à vos questions. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? À tout de suite.